Chers élèves d'HGGSP, après la presse, la radio, aujourd'hui l'information par l'image. C'est en octobre 1925 qu'un ingénieur écossais, John Logie Baird, réalise la première expérience de transmission d'images à Londres. Pourtant, ce n'est pas son système qui sera retenu, notamment par la BBC en 1938, mais bien plutôt le système qui va être développé par Marconi. En tout cas, en France, dès 1935, il y a un émetteur qui est installé au sommet de la Tour Eiffel et en 1937, les premières émissions sont diffusées tous les soirs. Alors ça ne dure pas très longtemps, ce sont des émissions qui durent de 20h à 20h30. Il y a alors une centaine de postes en tout chez les particuliers en France. Le développement de ce nouveau média est stoppé par la Seconde Guerre mondiale et ce n'est qu'après 1945 que la télévision connaît un nouvel essor en Amérique, aux États-Unis évidemment, puis en Europe. Le premier journal télévisé en France est créé en 1949. Vous voyez ici à l'écran Pierre Sabag qui est chargé d'animer ce premier JT le 29 juin 1949, JT qui commence à 21h. La télévision connaît alors une progression fulgurante au cours des années 1960 et s'impose comme l'un des principaux canaux d'information. Le journal télévisé, la télévision apparaît comme un rituel dans les familles. Le poste est souvent dans la cuisine et on regarde au moment du dîner le soir. La couleur, elle, apparaît en 1967. Vous avez ici des téléspectateurs français qui regardent le premier programme de télévision couleur diffusé sur la deuxième chaîne à Paris le 1er octobre 1967. À la fin des années 1970, ce sont plus de 90% des foyers français qui sont équipés d'un récepteur de télévision. En France, l'État va rapidement exercer un contrôle étroit sur l'information, qu'elle soit radiodiffusée ou télédiffusée. Je vous invite à prendre connaissance de cette note du général de Gaulle au sujet du journal télévisé. Ça date d'octobre 1961. Je rappelle rapidement le contexte. On est en pleine guerre d'Algérie et puis l'OAS commence à faire des attentats un petit peu partout sur le territoire et notamment un qui vise le général de Gaulle. Et de Gaulle dit à propos du journal télévisé: le journal télévisé est en ce moment un monument de pessimisme enchanté autant que systématique. Il donne à croire que la France ne connaît absolument rien d'autre que des grèves, des catastrophes, des conflits de toutes sortes. C'est vraiment un peu fort. Dans le même ordre d'idée, le journal télévisé, politique, reproduit et s'en vante les journaux, alors qu'on sait ce que ceux-ci valent à cet égard. Faut-il que la radio d'État ne serve qu'à exciter et déployer les oppositions au mépris de la réalité qui est au moins, en grande partie, tout autre chose? On pourrait, je fais une petite parenthèse, dire à peu près la même chose sur les journaux télévisés actuellement dans la crise que nous vivons avec le Covid-19. En tout cas, le journal télévisé, d'après De Gaulle, ne raconte que les grèves, les catastrophes, les conflits, ce qui va mal en France. Il excite les oppositions et on voit bien donc que De Gaulle aimerait bien un journal qui soit beaucoup plus optimiste, qui révèle ce que la France a de bien et notamment ce que le pouvoir en place fait de bien pour la France. En effet, De Gaulle ne faisait aucune confiance aux médias traditionnels et notamment aux médias papier, à la presse papier. Il va donc utiliser la télévision pour s'affirmer, pour affirmer son pouvoir et pour personnaliser également le pouvoir. De Gaulle va entrer dans la télévision, il y apparaît régulièrement lors d'allocutions solennelles et lors de ses voyages en province. Il apparaît entre 1958 et 1962 pas moins de 20 fois à la télévision. Souvent, le journal s'ouvre sur une visite de Gaulle et il en a fait énormément pendant qu'il a été au pouvoir. Il utilise également la radio lors des grandes crises. En 1958, lorsqu'il va revenir au pouvoir, il l'annonce devant la télévision. Lorsqu'on lui demande si ce ne serait pas un coup d'État, il a cette formule choc: pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, j'entame une carrière de dictateur? Il avait le don pour trouver la formule et ça marchait bien avec le médium que représente la télévision. Concrètement, comment l'emprise de l'État se voit sur la télévision? Elle se voit, cette emprise, par
l'ARTF d'abord en 1949, qui devient en 1964 l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française. Les deux sont des organismes d'État qui détiennent le monopole en matière d'émissions audiovisuelles, et ce jusqu'en 1975. Ils placent l'information sous l'autorité et le contrôle d'un ministère de l'information. Vous avez à l'écran ici Alain Peyrefitte, qui fut ministre de l'Information de 1962 à 1966, et à ce moment-là, sur cette capture d'écran, il est en train d'expliquer à Léon Zitrone, qui était un animateur très important de la télévision, très reconnu de la télévision, il est en train de lui expliquer pourquoi il a voulu une nouvelle formule pour le JT. On voit donc bien qu'il y a une ligne directe entre les rédactions et le ministre de l'Information, lequel se fait communiquer les sommaires des journaux de 20 heures, se charge même des embauches, et d'ailleurs De Gaulle avait clairement dit à Alain Peyrefitte, si les journalistes ne comprennent pas ce qu'est le service public, videz-les. Et en termes de service public, pour lui, c'est un service qui est soumis à l'État, bien évidemment. Donc, il y a Alain Peyrefitte qui représente bien cette censure de l'État sur la télévision, et d'ailleurs, on le surnommait Monsieur le censeur. Les journalistes eux-mêmes vont faire attention à ce qu'ils vont soumettre au ministre de l'Information. Il y a donc aussi une forme d'autocensure de la part des journalistes. 1968 va amorcer un tournant dans cette histoire de la télévision, parce que c'est à ce moment-là qu'on va justement remettre en cause cette pression du pouvoir sur la télévision, et on va demander une libéralisation de l'information à la radio et à la télévision. Vous avez à l'écran quelques réalisations des ateliers des Beaux-Arts pendant cette crise de mai 68, où l'on voit qu'est-ce qui est ciblé. On voit ici les antennes de télévision sous la forme d'une croix de Lorraine qui est le symbole du gouvernement de De Gaulle, de la résistance d'abord, puis ensuite de Gaulle, du gaullisme. Vous avez également ici la police qui vous parle tous les soirs par le biais de l'ORTF, donc la radio et la télévision française. Vous avez cette image d'un écran télévisé qui est bâillonné, une Marianne qui est bâillonnée par ce carré blanc, le carré blanc qui représentait les émissions jugées dangereuses pour les jeunes, donc la télévision bâillonne la République, la liberté qu'incarne cette Marianne est jugée dangereuse pour la population. Et puis surtout, ce document ici que vous avez à droite, la police à l'ORTF, le logo de l'ORTF avec des barbelés ici, c'est la police qui contrôle l'ORTF, et c'est la police qui s'exprime par la voix de l'ORTF. Donc on a vraiment une demande de libéralisation et de diversification des ondes en France. Il va falloir attendre 1974 pour qu'on ait une ORTF qui éclate en 7 sociétés autonomes, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs entités, chacune ayant une certaine liberté éditoriale, même si la pression de l'État est encore assez forte. Vous avez ici TF1, Antenne 2, France 3 qui font partie de ces sociétés autonomes. Il y avait également les radios, Radio France, par exemple, ou encore l'INA, qui faisait partie de ces sociétés autonomes. Et c'est seulement à partir de 1982 que François Mitterrand, que vous voyez ici sur le plateau d'Yves Mourouzi sur la chaîne TF1, la loi de 1982, 29 juillet 1982, qui met fin au monopole d'État sur l'audiovisuel. À partir du moment où il y a la fin du monopole d'État sur l'audiovisuel, on va avoir de nouvelles chaînes qui vont apparaître. C'est Canal+, qui est la première chaîne de télévision privée. Elle apparaît en 1984, suivie de la 5, 1985, et de TV6 en 1986, donc les premières chaînes de télévision privées. TF1 est elle-même privatisée en 1987. Vous voyez ici la une de Libération qui annonce que le groupe Bouygues, un groupe donc industriel, très représenté dans le monde de la construction, des télécommunications, des médias, a pris le contrôle de TF1, et à partir de ce moment-là, TF1 devient une entreprise
privée chargée de réaliser du profit. On est vraiment dans un tout autre monde télévisuel. Il faut bien voir aussi que cette libéralisation de la TV va de pair avec la création d'une haute autorité qui est quand même chargée de garantir l'indépendance du service public, par rapport à l'État. L'État n'a plus à faire pression sur ce service public. Cette haute autorité devient CSA, qui existe encore actuellement, pour justement garantir cette indépendance du service public. La télévision est donc devenue un média souverain. On a le réflexe du journal télévisé qui s'impose dans les foyers et la télévision entre véritablement dans l'ère du média de masse avec une forte augmentation du volume horaire d'émissions, une forte augmentation du nombre de chaînes, évidemment avec l'apparition de la TNT en 2005, nombre de chaînes qui sont encore plus nombreuses à l'heure actuelle. Merci pour votre écoute. À bientôt.